Merci beaucoup pour l'introduction et pour la réinvitation. Je suis ravie d'être ici. Donc effectivement, je ne suis pas particulièrement spécialiste de Caroline Imke, mais j'ai préparé cette petite vignette pour vous faire découvrir une autrice qui me semblait tout à fait entrer dans notre thème. Il se pourrait néanmoins que vous en ayez déjà entendu parler parce qu'elle a reçu en 2016 le prix de la paix des libraires allemands. C'est le grand prix qui est remis chaque année à la fin de la foire du livre de Francfort. Et à cette occasion, suite à cette distinction, elle a bénéficié d'une petite réception en France. Elle a été invitée à plusieurs reprises sur France Culture notamment. Et le livre qui était distingué à ce moment-là s'appelait donc Gegen den Hass, contre la haine, et portait ce joli titre Éloge de l'impur. Alors, si elle a été invitée en 2016, c'était surtout pour s'exprimer sur la montée de l'extrême droite en Allemagne, l'entrée de 92 députés du parti d'extrême droite AfD au Parlement allemand, et il m'a semblé qu'il n'était malheureusement pas tout à fait déplacé de la réinviter, au moins par l'imagination, aujourd'hui que nous avons une situation similaire en France, et il faudrait ajouter en Suède et en Italie. Alors Frédéric m'a même dit qu'on aurait pu inviter Caroline Imke finalement à venir en personne, mais pour moi ça voulait dire de rester à la maison, donc finalement... Je vais me permettre de servir d'intermédiaire aujourd'hui. Caroline Imke est née en 1967 d'un père allemand et d'une mère d'origine allemande, mais en fait argentine. Sa famille a émigré en Argentine dans les années 30. Elle est présentée en France comme philosophe, en Allemagne comme journaliste, essayiste, chroniqueuse. Elle-même se reconnaît dans la catégorie d'intellectuelle avec la conscience de toute l'animosité que ça peut lui valoir, notamment sur les réseaux sociaux. Elle est ancienne étudiante de celui qu'on considère parfois comme le philosophe de l'Europe, c'est-à-dire Jürgen Habermas, et elle s'inscrit véritablement dans l'héritage de l'école de Francfort, tout en la poursuivant d'une façon que je trouve originale et en tout cas personnelle. Elle est titulaire d'une thèse de philosophie qu'elle a préparée en partie à Harvard auprès de Sheila Ben-Habib, qui portait sur les identités collectives et... À ce moment-là de sa trajectoire, les portes de l'université lui étaient ouvertes, mais elle a choisi un chemin tout à fait différent. Elle travaillait à ce moment-là déjà comme journaliste chargée de politique intérieure au Spiegel, et elle s'est portée volontaire, en fait, à la fin des années 90 pour partir au Kosovo et couvrir la guerre du Kosovo. Elle n'avait aucune expérience de reporter de guerre, et pourtant elle va rester presque 15 ans reporter de guerre pour le Spiegel et puis pour le journal Die Zeit. C'est apparemment sur ce premier terrain au Kosovo qu'elle aurait croisé le chemin de Florence Aubenas, qui y était aussi. Et s'il fallait trouver un pendant français, ça fait aucun sens, mais c'est pour vous permettre de situer un petit peu Caroline Imke. C'est sans doute Florence Aubenas qui lui ressemble le plus en France. Suite au Kosovo, elle s'est rendue aussi en Irak, je vais en reparler, en Afghanistan, en Syrie, dans d'autres zones ravagées aussi par des catastrophes naturelles, Haïti, la Nouvelle-Orléans. Heureusement qu'on vient d'avoir une présentation un peu légère, parce que la mienne le sera un peu moins, malheureusement. Caroline Imke est une Européenne convaincue, elle se revendique comme telle. Elle est à la fois héritière de l'esprit européen et puis traversée aussi de multiples autres influences extra-européennes, à commencer par des références noires américaines, mais nourrie aussi de ses rencontres plus quotidiennes, peut-être aussi avec des gens plus simples, loin de l'université, dans le monde entier. Elle est pleinement consciente aussi de la diversité des sociétés européennes contemporaines et inquiète de leur avenir commun, dont la responsabilité, selon elle, n'incombe pas seulement aux institutions, mais véritablement aussi à la société civile. Le fil rouge que j'ai choisi, vous le devinez déjà ici, c'est celui de la conversion. Alors ce n'est pas un terme que Imke utilise véritablement elle-même, encore que l'idée m'en est venue à partir d'une scène sur laquelle je vais revenir dans un instant. Imke parle plutôt de traduction, mais j'ai l'impression aussi que ça devient presque déjà un peu galvaudé de parler de la pluralité des langues en Europe. C'est une entrée extrêmement intéressante, mais il me semble que ce que décrit Imke va plus loin, et c'est pour ça que j'ai préféré le terme de conversion. Je vais m'en expliquer, et il faut entendre ici la conversion bien au sens monétaire.
C'est un terme presque désuet en Europe. J'ai d'ailleurs choisi un vieux tableau pour en parler, mais néanmoins, je pense que nous sommes nombreux et nombreuses à nous souvenir des préparatifs qui précédaient tout voyage, même dans le pays européen le plus proche de nous, et qui consistaient en des calculs un petit peu triviaux, mais néanmoins presque philosophiques. Combien faudrait-il changer? Allait-on perdre au change? Était-ce vraiment la peine de changer autant? Et donc je voudrais qu'on se souvienne de cette époque où la conversion de devises, et peut-être un peu la conversion de soi, était monnaie courante, j'allais dire, et accompagnait nos circulations à travers l'Europe. Après avoir couvert la guerre au Kosovo, j'en parlais à l'instant, donc à la fin des années 90, Caroline Imke s'est rendue en Irak pour enquêter sur les actes de torture perpétrés par des soldats américains contre des populations majoritairement musulmanes qui étaient emprisonnées à Abu Ghraib, à côté de Bagdad. C'était donc la mission de son déplacement, et malgré la dangerosité de la situation, elle a demandé à son fixeur de l'emmener à Mossoul, ce qui est au nord du pays, loin, et qui était dangereux et peut-être inutilement dangereux. Mais la raison, c'était qu'elle voulait voir de ses propres yeux les portes de Ninive. Donc une ancienne cité assyrienne dont il restait à l'époque un peu plus encore qu'aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu de nouvelles destructions depuis. Imke se souvenait avoir dessiné ces portes en cours de religion. Ayant été éduquée en Allemagne, elle a eu des cours de religion à l'école primaire, où on lisait des histoires de la Bible aux enfants pendant qu'ils dessinaient. Donc elle avait construit une sorte de représentation très, très personnelle de ce vestige archéologique. Et donc on a cette scène un petit peu fondatrice de la conversion, d'abord en un sens religieux, qui figure dans le texte de Imke, dans un des textes de Imke, mais dont elle fait quelque chose de profondément différent par la suite. En effet, Ninive est mentionnée dans les évangiles de Matthieu, de Luc, comme la ville que Jonas serait parvenu à convertir. Et il va bien être question de conversion chez Imke, mais une conversion tout à fait différente et très personnelle. En se rendant à Ninive, Imke semble s'être préparée à opérer elle-même une conversion profonde, nécessaire pour aller à la rencontre des victimes, parfois aussi des bourreaux, aux quatre coins du monde, pour recueillir des témoignages sur la violence extrême. Héritière de Jürgen Habermas, philosophe d'une éthique de la communication qui croit au pouvoir du dialogue et qui est convaincu que la démocratie ne peut être que délibérative, Imke a donc une foi presque absolue dans les vertus de l'échange, et surtout elle est convaincue de la possibilité et du devoir de tout dire. Mais ça, elle l'a étudié à Francfort à l'université, et elle veut mettre cette philosophie à l'épreuve du terrain. Et elle se rend donc sur un terrain extrêmement difficile, se confronter à des actes de violence extrême pour voir si cette théorie fonctionne véritablement, si elle se tient. Elle revient avec un constat mitigé. En effet, tout interlocuteur, lorsqu'il a été victime, il ou elle, de violences extrêmes, n'est pas en mesure de parler, n'est pas en mesure de produire un discours immédiatement cohérent. Il est marqué par la confusion, par les ruptures, par des choses qui paraissent incohérentes. Mais Imke dit, ça ne signifie pas qu'il est impossible de témoigner. Elle identifie là l'un des effets, au contraire, de la violence. Lorsque le récit patine, si je peux dire ça, c'est que la violence a atteint aussi la capacité de raconter. Et c'est donc déjà aussi un témoignage de la violence extrême. Et cette difficulté à raconter rend la tâche du tiers qui est venu écouter, du grand reporter, encore plus décisive. Le grand reporter a cette position délicate, il est absolument étranger à ce terrain, étranger à cette culture, et surtout, il a en poche un billet retour. Il va pouvoir quitter cette situation de guerre. Mais s'il arrive à construire cette relation de confiance, c'est aussi lui qui sera capable de mettre en récit un témoignage peut-être un peu haché et de le diffuser. Et c'est donc dans l'instant de la rencontre que va se produire une conversion importante, puisque on va redonner de la valeur à ceux qui l'ont perdu, à ceux dont on a nié l'importance, la valeur, la croyance, ceux qui, au premier coup qu'on leur a porté, ont perdu absolument confiance en l'humanité, ont été catapultés hors de l'humanité. Et Imke va accepter de se convertir, c'est-à-dire se mettre dans la perspective de l'autre et apprendre à écouter, apprendre à se mettre soi-même en retrait pour
embrasser la position de l'autre. On reconnaît dans cette situation de témoignage, et là les situations évoquées sont très récentes, la guerre d'Irak en Irak c'est entre 2003 et 2005, cette question du témoignage nous ramène évidemment à l'histoire plus ancienne de l'Europe, c'est-à-dire le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Caroline Imke est de cette génération d'Allemands qui n'a pas connu personnellement la guerre, mais qui s'est absolument construite dans le souvenir difficile de la guerre, c'est-à-dire comment en parler, comment traiter la question de la culpabilité. Et en même temps aussi, je pense qu'on oublie souvent quand on parle de la culture allemande d'après-guerre, comment construire la démocratie. Il y a eu véritablement une éducation à la démocratie, et c'est peut-être aussi ça qui serait intéressant de partager avec des Allemands de cette génération-là. Caroline Imke se revendique de l'héritage de Primo Levi, de l'Autrichien Jean Améry ou encore de Charlotte Delbo, qui tous trois ont été déportés à Auschwitz, et elle veut puiser dans leurs témoignages, qui ont été faits de façon très différente, à des moments très différents, y puiser la force pour témoigner d'autres actes de barbarie et contribuer à l'avenir d'une démocratie délibérative, qui repose sur l'échange d'expériences. Là encore, elle va tracer un chemin original par rapport à l'école de Francfort et notamment par rapport à Walter Benjamin, qui avait fait le constat déjà à l'issue de la Première Guerre mondiale que les poilus ne parlent pas. Il avait dit le cours de l'expérience a chuté. Au lieu d'écouter des témoignages individuels, on va lire des choses dans la presse, mais qui relèvent de l'information, pas du témoignage. Il n'y a pas de narration de ces expériences-là. Eh bien, Imke, bien que journaliste et non pas écrivaine, va parvenir à créer une sorte de mélange. Elle se promène entre l'écriture journalistique et la littérature, parfois aussi du côté de la philosophie, pour continuer à témoigner et faire remonter le cours de l'expérience, pour rester un peu dans la métaphore boursière. Et je vais donner un exemple concret de la façon dont elle parvient à se nourrir de notre expérience des témoignages de la barbarie. Dans un ouvrage intitulé « Parce qu'il est possible d'en parler », c'est ma traduction, l'ouvrage n'est pas encore traduit en français, en allemand c'est « Weil es sagbar ist », Imke procède à des rapprochements qui peuvent dans un premier temps nous glacer. Elle croise ainsi un texte de Jean Améry, donc autrichien déporté à Auschwitz. Elle croise son témoignage sur la torture en camp de concentration avec une déposition récente devant la Cour pénale internationale d'une jeune musulmane violée à plusieurs reprises par des Serbes dans les locaux du lycée de Foča en Bosnie durant la guerre en ex-Yougoslavie. Elle va commenter précisément les témoignages, se donner la peine de se confronter à ces textes, de nous confronter à ces textes et relever des similitudes, des parallèles. Quel est l'effet du premier coup chez Jean Améry? Quel est l'effet du premier viol chez cette jeune femme qui n'est pas nommée? La similitude, c'est que ce premier coup marque la rupture avec l'humanité, le moment où la victime est catapultée hors de l'humanité. Plus que la douleur physique, c'est la rupture avec le reste de l'humanité. Mais elle va identifier ce moment aussi où on bascule dans le silence. Le premier traumatisme, c'est celui du mutisme. La victime aura du mal à parler probablement davantage de ce premier acte de violence que peut-être d'autres qui auront suivi. Et c'est ce silence qui risque de protéger toujours les coupables. Et c'est contre ça que Imke s'est employée pendant 15 ans à aller recueillir des témoignages. Et elle oppose ces deux témoignages qu'elle parvient à faire dialoguer à un tweet de l'ancien président du Conseil européen, Martin Schulz, qui au retour d'une visite à Auschwitz a tweeté en anglais « No words to describe the enormity of this crime ». Donc lui il dit « silence ». Et elle dit « on est en train en fait de frôler un tabou » par rapport à ces témoignages historiques, et il faut non seulement lever ce tabou, empêcher qu'il recouvre ces crimes, mais se permettre aussi de prolonger la mémoire en acceptant d'autres récits qui viendraient d'autres parties du monde et qui documentent la violence, car elle est malheureusement partout. Cette narration semble essentielle à Imke pour plusieurs raisons. Elle dit qu'on est à un moment où on a l'habitude de tout fixer en images, tout fixer en vidéo, et donc on a l'impression qu'on documente, mais ce n'est pas du témoignage. Et puis on est à un moment où l'Europe accueille des populations aux trajectoires différentes et avec lesquelles il faut composer une mémoire commune. Elle écrit, c'est ici une citation, « Il nous faut une traduction des concepts et des valeurs qui ont été vidés de leur sens et écorchés.
Il faut traduire les normes en actes, les concepts en expériences, afin que chacun puisse se les représenter, pour que chacun puisse à nouveau comprendre en quoi ils consistent et puisse éprouver dans quelles circonstances, pour quelles raisons, l'état de droit les protège. Elle se livre donc à une collecte douloureuse de récits de violence et elle se risque ainsi à des rapprochements qui ne sont jamais des comparaisons. Elle fixe des règles claires de la conversion. La Shoah reste un acte de barbarie sans pareil et il s'agit bien d'adopter une empathie analytique, c'est-à-dire d'essayer de comprendre les ressorts systémiques d'une violence qui conduisent à l'exclusion, à la persécution. Et dans ce dernier temps, je voudrais aborder une autre partie de son œuvre qui paraît dans un premier temps tout à fait différente. On a du mal à voir comment ça s'intègre par rapport à ce que je viens de présenter. Il va être question de musique, mais vous voyez qu'on reste à Ninive. Imke est peut-être une écrivaine contrariée, elle le dit un peu elle-même, mais encore plus une musicienne contrariée, ou peut-être en tout cas une musicienne dans l'âme. Et elle se définit comme un être acoustique. Je vais parler ici d'un autre texte qui s'appelle en allemand « Wie wir begehren » et qui a été traduit en français et que j'ai demandé à faire commander. Et il vous attend aussi dans l'entrée, et je ne touche rien dessus. Le titre en français, c'est « Notre désir ». Imke se souvient en effet, dans son développement personnel, de ses cours de musique au lycée. Elle décrit sa formation musicale comme une formation à la pensée et elle écrit la chose suivante. « La patience de l'écoute consiste aussi à écouter quelque chose qu'on ne comprend pas bien tout de suite et qui nous déroute, quelque chose qu'il faudra réécouter. » Le parallèle avec son travail de reporter semble assez évident, mais ce n'est pas que ça que la musique lui a appris. Imke a été formée surtout à la musique classique, elle est grande admiratrice de Bach, et elle affirme que la musique lui a appris surtout la possibilité même de la variation d'un thème et de l'importance égale entre la norme et ce qui s'en écarte. On pourrait voir ici un autre enseignement clé pour son activité de reporter, celui d'entendre les césures dans les récits qu'on lui rapporte. Je donne un exemple concret. Elle revient régulièrement dans différents écrits sur une rencontre avec un homme qui est rescapé de l'attentat sur les Twin Towers. Et elle le fait raconter, et la chose sur laquelle il revient le plus, c'est « je venais juste d'aller me prendre un café, et où peut bien être ma tasse ?» Et non seulement il n'y a plus de bureau, mais il n'y a plus de bâtiment. Et donc c'est cette césure qui pourrait être la preuve de l'impossibilité de témoigner, mais Imke dit, c'est précisément là qu'en tant qu'auditrice, je vais pouvoir m'engouffrer. C'est là la brèche qui me permet d'accueillir ce témoignage et d'aller renouer avec cette personne. À titre individuel, je reste par rapport à la musique, aux apprentissages de la musique, Imke raconte avoir pris conscience de sa propre homosexualité et de la possibilité de vivre une relation amoureuse différente à travers les fugues de Bach, dans lesquelles des lignes mélodiques distinctes se superposent. Je souligne au passage la proximité de cette partie de son œuvre avec un chapitre du livre de William Marx en français, Un savoir gay, où lui décrit la prise de conscience de son homosexualité en cours de latin. Que ce soit dans son discours de réception du prix de la paix des libraires allemands en 2016 ou dans ses entretiens sur France Culture, Imke affirme avec force son identité homosexuelle. Elle dit régulièrement « Ich als queer Intellektuelle », pas besoin de traduire. Lorsqu'elle s'avance dans l'église Saint-Paul de Francfort, où le prix est traditionnellement remis, et qui est le lieu où s'est rassemblé le premier parlement allemand au milieu du XIXe siècle, c'est à travers cette identité particulière qu'elle s'autorise à s'inscrire dans la lignée des autres lauréats qui l'ont précédée et qui s'étaient avancés de la même façon en disant « Moi le juif », Victor Gollancz, « Moi le dissident chinois, Liao Yu »,« Moi le poète nigérian, Chinua Achebe ». Il ne s'agit pas seulement au fond de parler au nom de sa communauté, elle considère d'ailleurs que c'est là la pathologie de notre temps, mais de pouvoir adopter à son tour le point de vue d'une femme musulmane, d'un déporté juif, d'un mendiant haïtien et de défendre leurs droits. Elle démontre d'ailleurs dans un essai de 2010 combien le racisme menace toujours aussi ceux qui ne sont pas directement visés. Le racisme anti-musulman menace aussi les non-musulmans, parce qu'il est toujours bifide, il s'attaque à une minorité, mais aussi à la majorité qui veut bien tolérer cette minorité. Pour dire un mot de conclusion,
Caroline Emke est résolument une femme d'aujourd'hui. Elle circule librement à travers le monde, dans des zones extrêmement dangereuses. Elle appartient à une minorité sexuelle menacée mais revendiquée, et elle est soucieuse du commun et de l'avenir des sociétés plurielles. Elle est restée aussi ce qu'on appelle en Allemagne, pour la génération d'après 1945, une patriote constitutionnelle, Verfassungspatriotin, dont la patrie, c'est le droit et la démocratie, plutôt que l'hymne et le drapeau. Soucieuse du droit des peuples à disposer d'elles-mêmes, elle plaide non pas pour la loi de quelques-uns pour tous, mais la loi décidée conjointement par toutes les personnes concernées. Elle accepte à titre personnel et dans l'exercice de ses fonctions de grand reporter de procéder à cette conversion de soi, qui peut être d'ailleurs un aller-retour, qui est toujours un aller-retour, pour embrasser la perspective de l'autre. Et elle rappelle, dans un de ses discours, que le mot hébreu qui signifie l'appartenance, qui est un des thèmes clés de son œuvre, est un terme emprunté à l'araméen. C'est donc un terme de provenance étrangère, alors même qu'il signifie l'appartenance. Et je termine sur une dernière citation de Emke, qui résume la motivation intrinsèquement littéraire de son travail de journaliste et de philosophe. Il nous faut traduire les histoires et les images avec lesquelles chacun de nous s'est construit, individuellement et collectivement, en histoire et en images compréhensibles par tous. Et je vous montre juste les livres que vous pouvez trouver à l'entrée, pas le troisième, mais j'ai demandé à ce qu'au moins les deux premiers y soient, celui pour lequel elle a été récompensée, et puis l'autre sur lequel je viens de finir, qui s'intitule « Notre désir ». Et vous pouvez l'écouter, maintenant que j'ai eu le droit de venir ici, en entretien avec Florence Aubenas, justement. C'était au Festival La Manufacture des Idées, l'entretien est disponible en intégralité. Et puis deux autres entretiens, le dernier étant plutôt un portrait, l'autre c'est un échange avec deux de nos philosophes. Si vous lisez l'allemand, vous pouvez vous promener sur son site personnel où il y a beaucoup d'autres de ses travaux, une petite vidéo, les nombreux entretiens qu'elle mène depuis 20 ans à la Schaubühne sur des sujets contemporains. Et puis, je finis sur une photographie de Sebastian Bollech. Donc, c'est Caroline Emke qu'on voit au centre ici. La photo est de Sebastian Bollech, le photographe qui l'a accompagné sur ses principaux terrains. Et je vous remercie.